Mon nom est Élie Vance. J'ai 70 ans. Et pendant 38 de ces années, ma fille Nina a été le centre absolu de mon monde. J'ai construit ma vie autour de son sourire. Hier soir, elle s'est tenue dans mon salon tenant un billet de loterie valant 95 millions d'euros. Un billet que j'avais acheté. Elle et son mari ont regardé les numéros gagnants. Puis ils m'ont regardé et m'ont jeté dehors de ma propre maison sous la pluie battante. Ils pensaient avoir tout gagné. Mais alors que je me tenais sur le trottoir mouillé, le froid s'infiltrant dans mes os, j'ai juste souri. Ils avaient oublié de lire les petits caractères au dos du billet. Et ces petits caractères allaient leur coûter tout. L'air du salon était épais de l'odeur de vieux papier, de tissus usés et du parfum sucré et faible des gardénias que ma défunte femme Laurette cultivait près de la fenêtre. C'était un silence confortable, le genre qui s'installe dans une maison au fil des décennies. J'étais assis dans mon fauteuil, celui avec l'empreinte permanente parfaitement moulée à mon dos, son cuir usé aussi familier que ma propre peau. À la télévision, la voix de l'animateur du loto était artificiellement joyeuse, un son lisse et poli qui n'appartenait pas à notre monde tranquille. Nina était perchée sur le bord du canapé, son corps tendu comme un ressort. Elle tenait le petit bout de papier dans sa main, comme si c'était une relique sacrée. Son mari Derek se tenait derrière elle, sa main sur son épaule, ses jointures blanches. Il fixait l'écran avec une fin brute que j'avais déjà vue, généralement quand il regardait une nouvelle voiture ou une montre chère qu'il ne pouvait pas se permettre. L'animateur annonça les numéros un par un. 23, l'anniversaire de Laurette. 8, le mois de notre mariage. 16, 41, 52, tous correspondants. Puis le numéro chance, 6, 95 millions d'euros. Un cri de triomphe déchira la gorge de Nina. Derek rugit, levant le poing en l'air. Ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre, criant et riant. Je ressentis une vague de soulagement si profonde qu'elle faillit me faire plier les genoux. Je pensais que Nina pourrait enfin rembourser ses prêts étudiants et la montagne de dettes que Derek avait accumulées. Ma fille, ma petite fille, serait enfin libérée de l'inquiétude. J'avais tenu ma promesse à Laurette. Notre fille allait être bien. Mais alors le rire s'arrêta net, coupé comme si un interrupteur avait été actionné. Les expressions sur leur visage avaient changé. La joie avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et calculateur. Derek me regarda, et son sourire devint un rictus. Il fit un pas en avant, s'éloignant de Nina comme pour créer une nouvelle équipe. Une équipe de 2. « Eh bien, Élie » dit-il en traînant sur mon prénom, sa voix dégoulinant d'un ton condescendant. « On dirait qu'on n'aura plus besoin de ta petite pension. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Pendant 2 ans, ma modeste retraite avait fait la différence entre garder les lumières allumées et sombrer. Je l'avais donnée chaque mois sans hésiter. Je regardais Nina, m'attendant à ce qu'elle me défende. Mais elle ne dit rien. Elle me fixait, ses yeux durs comme des pierres polies. « Papa, dit-elle, sa voix plate et froide. On a besoin d'espace. On va recevoir des invités importants maintenant. Des conseillers financiers, des avocats. Il est temps que tu trouves ton propre endroit. Mon propre endroit. Nina, c'est ma maison, dis-je, ma voix rauque d'incrédulité. La maison que j'ai construite avec ta mère. Les planchers qu'on a posés de nos propres mains. Derek laissa échapper un rire court et laid. Plus maintenant, vieux, ricana-t-il. Tu as signé l'acte de propriété à Nina l'année dernière quand tu as eu cette alerte cardiaque. Tu te souviens? Le notaire t'a dit que c'était une mauvaise idée, mais tu as insisté. C'est notre maison maintenant, légalement. Le souvenir me frappa. L'étude notariale stérile, le stylo dans ma main tremblante après que mon cœur m'avait donné un avertissement. Nina avait pleuré, disant que ce n'était qu'une formalité pour éviter les complications de succession. Je l'avais cru. J'avais signé le travail de ma vie par amour, et ils utilisaient maintenant cet amour comme une arme. Derek disparut dans ma chambre et revint tenant le vieux sac de toile que j'utilisais pour la pêche. Il le jeta à mes pieds. Quelques chemises, un pantalon usé et mon nécessaire de rasage débordaient du haut. « Voici tes affaires, dit-il, sa voix plate et finale. On n'a plus besoin de ta charité. Dégage. » Il attrapa mon bras et me tira vers la porte. Je regardai Nina une dernière fois. Elle fixait le papier peint, sa mâchoire serrée, incapable de croiser mon regard. Elle était une lâche. La porte s'ouvrit et l'air humide de la nuit s'engouffra. Derek me poussa dehors et la porte claqua. Le clic du verrou résonna comme une sentence définitive.
Je me tenais là sous la brune froide, le sac de toile à mes pieds. Par la fenêtre, je pouvais les voir bouger à l'intérieur, déjà au téléphone, planifiant leur nouvelle vie sur les ruines de la mienne. La pluie froide portait avec elle les fantômes du passé. Je vis le visage pâle de Laurette sur son oreiller d'hôpital. « Promets-moi, Élie, avait-elle chuchoté, prends soin de notre fille. Toujours. Je promets, avais-je dit. Je me vis à l'aciérie, la chaleur brûlante du four sur mon visage. Je me vis poussant une serpillière dans des couloirs vides à 2 heures du matin, mon dos hurlant en protestation. Tout cela pour les études de Nina. Je me souviens du jour où j'avais vendu ma collection de disques de jazz pour aider Derek à rembourser une dette de jeu. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque acte d'amour avait été utilisé pour paver la route vers ce moment. Moi debout seul sous la pluie, jeté comme un déchet. Mais alors quelque chose changea. La pluie froide ne fut plus une source de misère. Elle clarifiait. Elle lavait le brouillard du choc et du chagrin. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible à jeter. Ils avaient oublié qui j'étais. J'étais Élie Vance. J'avais travaillé dans une aciérie pendant 40 ans, transformant du minerai brut en acier incassable. J'avais affronté des contremaîtres, remboursé des dettes et enterré l'amour de ma vie. J'étais un survivant, et j'étais un homme qui tenait ses promesses. Ma promesse à Laurette était de prendre soin de notre fille. Et je réalisais que parfois, prendre soin de quelqu'un signifie lui enseigner une leçon si tranchante qu'elle remodèle son âme même. Je redressai mon dos, la douleur dans mes articulations momentanément oubliée. Je sortis mon vieux téléphone à clapet et parcourus mes contacts. Marcus, mon plus vieil ami, mon frère de la Syrie. Mon doigt pressa le bouton d'appel. Le téléphone sonna 3 fois. Marcus répondit, sa voix rauque comme du gravier. « Élie, ça va? Il est tard. »« Marcus, c'est Élie. On a une situation. Les numéros sont sortis. » Un silence stupéfait. « Tu veux dire tous ?»« Tous. Le loto. 95 millions. » Un sifflement bas traversa le téléphone, suivi d'un cri de joie. « Bon sang, Élie, on l'a fait. 15 ans. On a enfin gagné. » Son excitation était un rappel douloureux de la joie que j'avais ressentie 1 heure plus tôt. Je le laissai savourer son moment avant de le ramener sur terre. « Marcus, dis-je, coupant sa célébration. Il y a un problème, un gros. Nina et Derek. Ils m'ont mis dehors. Ils essaient de réclamer tout le prix pour eux. » La joie dans sa voix disparut, remplacée par un calme froid et dangereux. J'expliquai tout. L'annonce à la télé, le changement soudain dans leurs yeux, l'acte de propriété, le sac jeté à mes pieds. Je présentai les faits, un détail brutal après l'autre. Marcus était la première personne que j'avais rencontrée à la Syrie, il y a 45 ans. Notre amitié n'était pas construite sur de jolis mots. Elle était forgée dans la chaleur du four, dans la compréhension partagée qu'on avait toujours le dos de l'homme à côté de soi. C'était le fondement de la confrérie du quart, commencé il y a 15 ans quand 12 d'entre nous, tous vétérans du quart de nuit, avions décidé de mettre notre argent en commun pour le loto. 2 € par semaine de chaque homme. Nous avions un accord formel, un document simple rédigé par le neveu de l'un des gars, que nous avions tous signé et fait notarier. Il me nommait fiduciaire, celui qui achèterait le billet et gérerait le petit compte bancaire que nous avions créé. C'était un pacte, une continuation du lien forgé au fil de décennies de travail partagé. Finalement, Marcus parla, sa voix froide comme l'acier. « Ce Derek, dit-il lentement, je ne l'ai jamais aimé, toujours eu les yeux d'un serpent. Mais Nina, la fille de Laurette, je n'arrive pas à y croire. » Il fit une pause. « Ils ont choisi les mauvais vieux pour jouer avec Élie. Ils pensent pas qu'on est juste des retraités cassés. Ils ont oublié ce qu'on faisait dans la vie. On a passé notre vie à prendre la pression et la chaleur et à les transformer en quelque chose qui pouvait construire des villes. » Une petite mesure de chaleur revint dans ma poitrine. Je n'étais plus seul dans la pluie. « Qu'est-ce qu'on fait, Marcus ?»« Première chose, dit-il, sa voix maintenant nette et professionnelle. Tu viens chez moi, je vais mettre le café. Deuxièmement, on n'appelle pas Nina. On ne dit pas un mot. On les laisse penser qu'ils ont gagné. Et troisièmement, demain matin, tu vas passer un autre coup de fil. Pas à eux, pas à la Française des Jeux. Tu vas appeler Amani Carter. Qui c'est ? La petite fille de James Carter, expliqua Marcus. James était un autre membre de notre confrérie, un homme tranquille qui avait travaillé au GRU. Elle est avocate.
Pas une de ces avocates tape à l'œil, la vraie affaire. On l'appelle un requin. Et c'est exactement ce qu'on a besoin quand il y a du sang dans l'eau. Le lendemain, je me retrouvais dans un monde à des années-lumière de mon salon. Le bureau d'Amani Carter était au centre de Lyon, dans une tour de verre élancée qui semblait gratter le ciel. Amani Carter elle-même était une force de la nature. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus que Nina, mais elle se tenait avec une autorité absolue. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, cheveux tirés en chignon sévère, elle se déplaçait avec une grâce rapide et efficace. Quand elle me serra la main, sa poigne était ferme. Ses yeux étaient ce qui me frappa le plus, sombres, intelligents et ne rataient rien. « Monsieur Vance, dit-elle sans préambule, Marcus Carter m'a donné les bases. Maintenant, racontez-moi tout, du début. N'omettez aucun détail. » Je racontai l'histoire. Cette fois, sous son regard intense et concentré, l'histoire perdit son poids émotionnel et devint une séquence d'événements, une collection de faits et de preuves. Je lui parlais de la confrérie du quart, de l'accord notarié, du petit compte bancaire dédié. Je lui parlais de la signature de l'acte de propriété à Nina, des mots exacts que Derek avait utilisés quand il m'avait jeté dehors. Elle écouta sans m'interrompre, les doigts joints sous son menton. Elle ne prit pas une seule note, mais je savais qu'elle enregistrait chaque mot dans son esprit. Quand je terminais, elle resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur la ville en contrebas. Finalement, elle se retourna vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur de quelque chose au-delà du détachement professionnel. C'était une colère froide et contrôlée. « Monsieur Vance, commença-t-elle, sa voix calme et précise. Ce que votre fille et son mari ont fait est moralement méprisable. C'est une trahison d'une nature pour laquelle le droit n'a pas de langage. » Elle fit une pause. « Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que leurs actions sont aussi légalement catastrophiques pour eux. Ils nous ont offert un cadeau. » Elle se pencha en avant, son expression intense. « L'avidité rend les gens stupides, monsieur Vance. Et votre gendre en particulier semble exceptionnellement stupide. Ils croient que la possession du billet est tout. Ils ont tort. Le billet n'est qu'un reçu. La vraie preuve de propriété, c'est la trace écrite, l'accord, le schéma de comportement. Et vous avez tout cela. » Une lueur d'espoir commença à poindre dans ma poitrine. « Alors, on peut les combattre ?» Un sourire mince et tranchant toucha ses lèvres. « Combattre, monsieur Vance ? Non. On va les laisser marcher dans une cage légale parfaitement construite et ensuite on va verrouiller la porte derrière eux. » Elle exposa la stratégie avec une simplicité élégante. « On ne fait rien pour l'instant. On ne les contacte pas. On n'alerte pas encore la Française des Jeux. On les laisse se rendre publics. On les laisse engager leurs avocats et leurs conseillers financiers. On les laisse annoncer leur victoire au monde. On les laisse commencer à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Chaque interview arrogante qu'ils donnent, chaque voiture de luxe qu'ils achètent à crédit est un autre barreau de la cage qu'ils construisent pour eux-mêmes. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre, me tournant le dos. « Ils ont commis ce qui pourrait être considéré comme conspiration pour fraude. Ils ont exercé une influence indue pour prendre le contrôle d'un actif, votre maison. Et ils tentent d'escroquer 11 autres personnes de leurs gains légitimes. Au bon moment, on présentera nos preuves, non pas à eux, mais directement à la commission de la Française des Jeux. On gèlera le billet et ensuite on dictera les termes de leur reddition. » Elle se tourna pour me faire face, ses yeux brillants d'une intelligence féroce. « Alors pour l'instant, monsieur Vance, vous rentrez chez Marcus. Vous vous reposez. Vous me laissez, moi et mon équipe, rassembler les preuves. On a besoin de l'accord notarié original, des relevés bancaires de votre compte commun et des images de vidéosurveillance du bureau de tabac où vous avez acheté le billet. Laissez-les faire leur fête. Plus la célébration est grande, plus dure sera la chute. » La semaine qui suivit fut l'une des plus calmes de ma vie. Je tombais dans une routine simple chez Marcus. Nous nous réveillions tôt, buvions du café sur sa terrasse pendant que le soleil se levait, et parlions de tout et de rien. Pendant ce temps, Nina et Derek construisaient leur propre catastrophe. Amani avait eu raison. L'avidité les avait rendus non seulement stupides, mais bruyants. Nina, qui avait toujours été une personne privée, avait soudain une présence massive sur les réseaux sociaux. Ces pages, autrefois remplies de photos de fleurs de notre jardin, explosèrent avec un torrent d'excès nauséabonds. La première photo les montrait devant ma maison tenant des flûtes de champagne. À notre nouvelle vie, de grandes choses à venir.
Ma maison, il l'appelait la leur sans une once de honte. Le lendemain, une photo d'une toute nouvelle décapotable rouge cerise apparut. Derek s'appuyait contre elle, portant des lunettes de soleil et un sourire narquois. Nina était au volant, envoyant un baiser à la caméra. Fini l'ancien. Place au nouveau Benny gagnant loto. Il y eut des vidéos d'eux visitant un manoir monstrueux et vide, parlant de où ils mettraient le home cinéma et la cave à vin. Des photos dans les restaurants les plus chers de la ville. Nina drapée dans des vêtements de créateurs que je ne reconnaissais pas. Le pire fut la fête. Ils organisèrent une fête massive de gagnants du loto dans mon jardin. Mon jardin où j'avais appris à Nina à faire du vélo, où les roses primées de Laurette fleurissaient toujours. Je vis les photos en ligne, postées par leurs soi-disant amis. Des dizaines d'étrangers piétinant l'herbe, renversant des boissons sur la terrasse que j'avais construite de mes propres mains. Chaque publication était un nouveau coup de douleur, mais je me forçais à regarder. L'équipe d'Amani sauvegardait chaque image, chaque commentaire vantard, chaque reçu numérique. Ils écrivent nos arguments juridiques pour nous, monsieur Vance, avait-elle dit, sa voix froide et satisfaite au téléphone. Soyez juste patient. Pendant qu'ils faisaient la fête, Marcus et moi travaillions. Notre premier arrêt fut une petite agence de crédit mutuel. Dans un coffre-fort poussiéreux, qui n'avait pas été ouvert depuis 10 ans, se trouvait le cœur de notre dossier. L'accord officiel de la confrérie du quart pour le loto. C'était un document simple, juste 3 pages dactylographiées sur un vieux traitement de texte, mais chaque détail était là. Les noms des 12 membres fondateurs, les règles du pool, la déclaration claire et sans ambiguïté que tous les gains seraient saupartagés également. Et en bas, 12 signatures, certaines nettes, certaines à peine lisibles, toutes témoignages d'un lien forgé dans la sueur et l'acier. À côté de chaque signature se trouvait le tampon d'un notaire public, daté d'il y a 10 ans. C'était parfait, inattaquable. Marcus regarda le papier, puis moi, et un sourire lent et sombre s'étala sur son visage. « Ça, dit-il en tapotant le document d'un doigt épais, c'est le marteau. » Notre tâche suivante fut de rassembler les clous. Nous retournâmes chez Marcus et nous assîmes à sa table de cuisine. Je me connectai au portail en ligne de notre compte bancaire partagé. Le fonds de la confrérie, on l'appelait. L'écran cligna, montrant un historique aussi régulier et fiable que les hommes qui l'avaient construit. Pendant 15 ans, le même schéma se répétait. Chaque semaine, 11 dépôts de 2 € chacun. Et chaque semaine, un retrait de 24 € fait avec la carte de débit que je gardais dans une fente spéciale de mon portefeuille. Nous imprimâmes tout, page après page d'historique méticuleux et immuable. C'était une tapisserie numérique de notre loyauté. La pièce finale du puzzle fut la plus cruciale. Nous devions prouver que notre argent avait acheté ce billet. Nous conduisîmes jusqu'au petit bureau de tabac au coin de la rue Elm et de la 7e, l'endroit où j'avais acheté nos billets chaque vendredi pendant les 5 dernières années. Le propriétaire, un homme nommé Monsieur Kim, que je connaissais depuis des années, leva les yeux de son journal et sourit. « Ellie, content de te voir. Tu veux tes numéros habituels ?» Je souris en retour. « Pas aujourd'hui, David. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un service. » J'expliquai la situation, gardant ma voix basse. Son expression amicale se durcit. C'était un petit commerçant qui comprenait l'importance de l'honnêteté et de la confiance. « Ces nouveaux riches, » marmonna-t-il en secouant la tête. « Aucun respect. » Il nous mena à un petit bureau encombré à l'arrière où un moniteur de télévision affichait une grille d'images floues en noir et blanc de ses caméras de sécurité. Il rembobina les images jusqu'à la semaine précédente. Et me voilà, un vieil homme légèrement voûté dans une veste usée. Je me regardais m'approcher du comptoir, saluer M. Kim et faire glisser la carte de débit de la confrérie dans la machine. L'angle de la caméra était parfait. On pouvait clairement voir la carte, la machine de loterie et le billet s'imprimant. Je me regardais prendre le bout de papier, le plier soigneusement et le placer dans mon portefeuille. « Tu peux me faire une copie de ça, David ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Pour toi, Ellie, n'importe quoi. » Il téléchargea le fichier sur une petite clé USB et me l'attendit. Nous avions maintenant tout, le marteau, les clous et le plan du crime. L'appel vint un jeudi après-midi. Je voyais le nom d'Amani Carter sur l'écran. « Monsieur Vance », dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans son ton. Les poissons ont mordu à l'hameçon. Elle me raconta toute l'histoire plus tard ce soir-là.
Selon Amani, Nina et Derek avaient enfin fait leur mouvement. Ils avaient engagé leur propre avocat, un personnage tape à l'œil, avec un costume bon marché et un sourire trop confiant dont le nom était Barry. Ils avaient pris rendez-vous avec la commission de la Française des Jeux pour ce matin-là. Amani peignit une image vivante. Nina et Derek étaient arrivés au siège de la loterie comme s'ils étaient la royauté. Lui dans un costume neuf un peu trop serré. Elle portant une robe flamboyante et des lunettes de soleil si grandes qu'elles couvraient la moitié de son visage. Ils furent accueillis dans le hall, non pas par une équipe de relations publiques, mais par une femme au visage sévère en tailleur gris qui se présenta comme la directrice des affaires juridiques de la commission. Elle ne sourit pas. Elle les conduisit au-delà de la salle de presse lumineuse, le long d'un long couloir silencieux, et dans une salle de conférence sans fenêtre. Amani l'appela « la salle des mauvaises nouvelles ». À l'intérieur, les attendaient 2 autres personnes, la directrice et un homme qu'elle présenta comme le conseiller juridique principal de la commission. Il n'y avait pas de chèque géant, pas de ballon, juste une carafe d'eau et un épais dossier juridique d'aspect menaçant sur la table. La directrice commença, sa voix un monotone plat. « Merci d'être venu, mademoiselle Vance. Monsieur Henderson, nous avons reçu votre demande préliminaire pour le jackpot de 95 millions d'euros. » Derek se pencha en avant, son sourire confiant revenant. « C'est nous, prêts à lancer le spectacle. » La directrice le fixa simplement, son expression ne changeant pas. Elle ouvrit le dossier devant elle. « Malheureusement, continua-t-elle, sa voix dépourvue de toute excuse, nous ne pourrons pas traiter votre demande pour le moment. À partir de 9 heures hier matin, une injonction légale a été déposée contre ce numéro de billet spécifique. L'argent du prix a été officiellement gelé. » Amani décrivit le changement dans l'atmosphère de la pièce comme instantané. Nina devint pâle sous son maquillage. Le sourire de Derek disparut, remplacé par une expression d'incrédulité. « Gelé ?» balbutia-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez dire, gelé ? C'est notre billet. On a gagné. » L'avocat de la commission parla pour la première fois, sa voix sèche comme la poussière. « Selon l'avis légal que nous avons reçu, il y a un différend de propriété significatif. Une réclamation a été déposée au nom d'une entité fiduciaire citant un accord notarié préexistant concernant la propriété collective du billet en question. Le jargon juridique était une arme délibérée, conçue pour les confondre et les submerger. Derek commença prévisiblement à tempêter. Quel fiduciaire ? Quel accord ? C'est n'importe quoi. Le nom de ma femme est sur le billet. On l'a juste ici. » La directrice leva une main, l'arrêtant net. « Monsieur, la possession du billet n'est pas le seul déterminant de propriété. La réclamation que nous avons reçue est substantielle et est soutenue par une documentation extensive. Jusqu'à ce que ce différend légal soit résolu, la commission de la Française des Jeux ne peut pas libérer les fonds. » La panique s'était maintenant complètement installée. Nina était silencieuse, ses mains se tordant sur ses genoux, ses yeux grands de peur. Derek, cependant, devint rouge de fureur. Il commença à crier des menaces de poursuite. L'avocat de la commission attendit simplement qu'il finisse, son expression d'un ennui profond. « Vous êtes, bien sûr, libre de poursuivre toute action légale que vous jugez appropriée. Je vous conseillerais de parler avec votre conseil juridique. Cette réunion est terminée. » La salle de conférence était au dernier étage, une boîte aux murs de verre qui semblait flotter au-dessus de la ville. La table était une seule dalle massive de bois sombre, polie si brillante qu'elle reflétait le ciel gris couvert comme un miroir noir. De notre côté étaient assis moi-même, Marcus et Amani Carter. De l'autre côté, leur avocat Barry entra en premier, costume bon marché essayant de paraître cher, montre en or un peu trop grande, et sourire n'atteignant pas ses yeux. Derrière lui venaient Derek et Nina. Derek avait la poitrine gonflée, essayant de projeter un air d'indignation vertueuse, mais ses yeux scrutaient nerveusement la pièce. Il ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard. Puis je vis ma fille. Mon cœur fit un bond douloureux. Elle paraissait petite. La robe de créateur qu'elle portait semblait l'avaler entière. Son visage était pâle, ses yeux ombragés d'une peur qu'elle essayait désespérément de cacher. Pendant un instant fugace, je vis la petite fille qui courait vers moi quand elle avait peur. Puis elle regarda Derek, et le masque de défi se remit en place. Ils prirent leur siège en face de nous. La vaste étendue de bois poli entre nous ressemblait à un gouffre, un canyon creusé par la trahison. Barry commença sans préambule, sa voix forte et théâtrale. « Bon, allons droit au but. Mes clients,
Nina Vance et Derek Henderson sont les propriétaires légitimes et uniques d'un billet de loto gagnant. Nous sommes ici aujourd'hui par courtoisie pour mettre fin à cette réclamation ridicule et sans fondement. Franchement, c'est une honte. Il se pencha en avant, pointant un doigt vers moi. Monsieur Vance, bien que nous apprécions que vous puissiez vous sentir en droit à une partie de la bonne fortune de votre fille, ce sentiment ne crée pas une réalité juridique. Le fait est simple. Le fait est indiscutable. Le nom de mademoiselle Vance est sur le billet. Elle est la propriétaire légale. Point final. Cette histoire de... quoi? Une confrérie? Il ricana, un son laid et condescendant. C'est une tentative pathétique et transparente d'extorquer de l'argent à une fille aimante. Nous sommes prêts à offrir un petit règlement unique pour faire disparaître tout ça. Acceptez-le, ou nous vous verrons au tribunal, où non seulement nous gagnerons, mais nous vous poursuivrons pour poursuite malveillante. Il se rassit, l'air suffisant, comme s'il venait de porter un coup fatal. Pendant tout son discours, Amani Carter était restée parfaitement immobile, les mains posées sur le dossier fermé devant elle. Elle l'avait laissé parler, le laissait construire sa propre potence. Quand il se tut enfin, elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'étirer, laissa ses mots arrogants pendre dans l'air et pourrir. Puis elle bougea. Lentement, délibérément, elle ouvrit le dossier. « Merci pour votre évaluation, maître Barry, » dit-elle, sa voix douce, mais portant un tranchant d'acier froid. « Maintenant, permettez-moi de vous présenter la réalité juridique actuelle. » Elle fit glisser un document sur la table polie. C'était l'accord notarié original de la confrérie du Quart. « Ceci, dit-elle, sa voix s'élevant juste assez pour commander la pièce, est un accord de partenariat juridiquement contraignant signé et notarié il y a 10 ans par 12 personnes. Il établit une fiducie formelle, bien que non incorporée. Il stipule explicitement que tous les gains de loterie achetés avec les fonds de la fiducie sont la propriété collective de tous les 12 membres, à partager également. » Barry le prit, son expression confiante vacillant en voyant les signatures, le tampon du notaire. Derek se pencha par-dessus son épaule, ses yeux parcourant la page, son visage devenant plus pâle à chaque mot qu'il lisait. Amani continua, sa voix implacable. Le billet en question n'a pas été acheté par un particulier. Il a été acheté par M. Vance en sa qualité de fiduciaire désigné de cette entité. Par conséquent, le billet n'appartient pas à un individu. Il appartient à la fiducie. Le nom de votre cliente sur le devant du billet est juridiquement sans importance face à un document notarié antérieur prouvant la propriété collective. Elle ne faisait que le tenir au nom de la fiducie. La couleur se drainait du visage de Derek. Il regarda Nina, qui fixait le document comme s'il était un serpent venimeux. Leur confiance commençait à s'effondrer, remplacée par le premier murmure glacial du doute. Amani ne leur donna pas le temps de se reprendre. Elle fit glisser une deuxième pile de papier, beaucoup plus épaisse. « Ceci, dit-elle, sa voix encore plus froide, est l'historique bancaire complet du compte dédié de la fiducie remontant à 15 ans. Comme vous pouvez le voir, il montre un schéma clair et ininterrompu de dépôt de 11 membres et un retrait hebdomadaire correspondant utilisé pour acheter les billets. » Elle tourna ensuite son ordinateur portable vers eux. Elle cliqua sur un fichier et les images de vidéosurveillance granuleuse en noir et blanc du bureau de tabac de M. Kim remplirent l'écran. Nous regardâmes tous le film muet de moi au comptoir, la carte de débit de la confrérie glissant dans la machine, le billet gagnant s'imprimant. « Et ceci, dit Amani, est la preuve vidéo que les fonds de la fiducie ont été utilisés pour acheter le billet gagnant spécifique à l'heure et au lieu exact où il a été vendu. Ce que vous avez ici, maître Barry, ce n'est pas un simple différend de propriété. Ce que vos clients ont tenté de faire, c'est d'escroquer 11 personnes de leur propriété légitime. C'est un délit. » Le mot « délit » resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Barry, l'avocat tape à l'œil, était sans voix. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Derek respirait lourdement, son visage un masque de rage et de panique. Mais Amani n'avait pas fini. Elle avait posé les fondations légales. Maintenant venait le coup brutal final. « Mais au-delà de la fraude, dit-elle, sa voix maintenant remplie d'une colère juste et silencieuse, il y a la question de l'intention, du caractère. » Elle cliqua sur un autre fichier sur son ordinateur. L'écran changea. Il montrait maintenant une galerie d'images, les publications sur les réseaux sociaux de Nina. Les voilà souriant devant ma maison.
Derek appuyé contre la décapotable rouge. Des photos de leur fête somptueuse, des étrangers buvant dans mon jardin, des captures d'écran des acomptes qu'ils avaient reversés pour un nouveau manoir, des reçus pour vêtements de créateurs, tous datés des jours après qu'il m'ait jeté dehors. Pendant que les autres membres de cette fiducie, dit Amani, sa voix basse et puissante, des hommes dans la soixantaine et la soixantaine-dix, des hommes qui vivent avec de petites pensions après une vie de dur labeur, attendèrent patiemment, vos clients faisaient une orgie de dépenses. Ils dépensaient de l'argent qui ne leur appartenait pas. Ce n'est pas seulement la preuve d'une intention de frauder, maître Barry. C'est la preuve d'un manque de respect profond et stupéfiant, d'un niveau d'avidité à couper le souffle. La pièce était totalement silencieuse. Nina finalement se brisa. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Elle couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant. Derek fixait juste l'écran, son visage d'une pâleur spectrale. Les images de sa propre arrogance le condamnaient. Les arguments juridiques étaient terminés. Amani avait démonté leur monde pièce par pièce. Maintenant, c'était mon tour. Je me penchai en avant, mes mains à plat sur la table. Je regardais directement ma fille, la forçant à baisser les mains et à croiser mon regard. « Ma fille », dis-je, ma voix coupant à travers le silence. « As-tu au moins lu le nom qui est sur ce billet de loterie ?» Elle me regarda, confuse, son souffle s'accrochant dans un sanglot. « C'est mon nom », balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Mon nom est dessus. » Je secouai lentement la tête. La dernière pièce du piège était sur le point de se refermer. « Non, » dis-je, ma voix calme mais ferme. « Tu as lu ton nom. Tu n'as pas lu les petits caractères au dos. Tu étais tellement aveuglé par les chiffres sur le devant que tu n'as même pas pensé à le retourner. » Je tendis la main dans mon propre portefeuille et sortis une photocopie du dos du billet. Je la fis glisser sur la table. Je l'ai signé, Nina, au moment où je l'ai acheté, juste là sur la ligne de signature. Ils se penchèrent tous pour regarder, et là, dans mon écriture ferme et familière, se trouvaient les mots « Élie Vance, fiduciaire de la confrérie du Quart. » Ton nom sur le devant était juste pour le tenir, Nina, dis-je, la tristesse de tout cela me lavant enfin. Je l'ai mis là parce que je te faisais confiance. J'allais le mettre dans le coffre-fort le lendemain. Je te faisais confiance avec tout. C'était ça, le coup final. Ce n'était pas un argument juridique. C'était une déclaration de fait, une déclaration de ma confiance et de sa trahison absolue. L'effondrement fut total. Barry, l'avocat, se laissa juste retomber dans sa chaise, son visage cendré. Il savait qu'il était battu, complètement et totalement. Derek frappa du poing sur la table, un geste pathétique et impuissant d'un homme qui avait tout perdu et savait que c'était sa propre faute. Et Nina, elle fixa juste la photocopie, ma signature. Un gémissement bas et guttural s'échappa de sa gorge, le son d'une âme se brisant. Elle avait été si sûre de sa victoire, tellement enveloppée dans son avidité, qu'elle avait négligé le détail le plus simple et le plus fondamental. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent, ils avaient tout perdu.